Novembre 2007, à Pérouse, en Italie. Une étudiante anglaise de 21 ans, Meredith Kercher, est agressée sexuellement et poignardée à mort. Rien ne sera plus jamais pareil sans elle. La colocataire de la victime, Amanda Knox, est-elle l'une des auteurs de ce crime sauvage? S'agit-il d'un jeu sexuel qui aurait mal tourné? Je pense qu'à ce moment-là, ils ont un peu perdu la tête. L'affaire est loin d'être simple. Il n'y avait aucun mobile, ni aucune preuve qu'Amanda ait été dans la chambre. Il faudra 4 ans et 3 procès très médiatisés pour aboutir à une conclusion controversée. Mais justice a-t-elle été rendue pour autant? On s'est trop focalisé sur Amanda et pas assez sur Meredith. La ville de Pérouse est perchée sur les hauteurs de l'Ombrie, au cœur de l'Italie. Elle est célèbre pour ses monuments historiques et son université médiévale. Les parents de Meredith ne pouvaient rêver mieux pour l'année d'études à l'étranger de leur fille. L'étudiante anglaise adopte vite le mode de vie italien. Je pense que la principale caractéristique de Meredith, c'était l'appétit de vivre et la soif de connaissance. Elle se fait rapidement des amis et en septembre 2007, elle décide de partager une maison avec 2 étudiantes italiennes. L'ancienne fermette se situe à quelques minutes à pied de son université. 2 semaines plus tard, une étudiante américaine rejoint la colocation. Il s'agit d'Amanda Knox. La langue anglaise a dû les rapprocher. Et Amanda avait tout fait pour venir à Pérouse, elle aussi. Elle était originale, anticonformiste. Elle venait de Seattle, une ville un peu hors norme. Pour l'aider à s'intégrer, Meredith invite Amanda quand elle sort avec ses amis. Elles faisaient toutes sortes d'activités ensemble, comme visiter des expos, sortir le soir, aller manger une pizza. Mais très vite, les 2 étudiantes réalisent qu'elles sont différentes et des tensions apparaissent. Au fil des semaines, elles ont compris qu'elles avaient des cultures opposées et leurs relations se sont tendues. Les amis anglais de Meredith ont dit qu'il y avait des tensions entre les 2 filles, parce qu'Amanda ne faisait pas grand-chose dans la maison. Meredith rapporte à ses amis et à ses parents qu'Amanda ne tire par exemple jamais la chasse d'eau. Elle est agacée par ce qu'elle considère comme de l'exhibitionnisme quand Amanda fait du yoga ou parle de sa vie sexuelle devant tout le monde. Mais surtout, Meredith n'apprécie pas que la jeune américaine ramène sans cesse des hommes à la maison. Un mois après son arrivée à Pérouse, Amanda rencontre un Italien de 23 ans, étudiant en informatique, Raffaele Solecito. C'était un étudiant brillant et réservé, de très bonne famille. Il n'avait pas eu beaucoup de copines avant Amanda, et ils en étaient visiblement au stade très démonstratif de la relation. Les 2 filles sont en froid. Le mercredi 31 octobre, Meredith se rend à une fête d'Halloween avec des amis. Mais Amanda affirme lui avoir envoyé un texto pour lui proposer qu'elle se retrouve. Elle lui a envoyé des SMS. Tu vas où? Dans quelle boîte tu vas fêter Halloween? On se voit? Bisous.
Meredith ne répond pas à l'invitation d'Amanda. « 24 heures plus tard, elle est sauvagement assassinée. Le 2 novembre, son corps est découvert par sa colocataire Philomena et son petit ami, ainsi qu'Amanda et Raffaele. Elle avait reçu plusieurs coups de couteau à la gorge. L'entaille la plus profonde lui a été fatale, puisqu'elle s'est noyée dans son propre sang. Son soutien-gorge était lacéré, son t-shirt relevé, et elle était à demi dévêtue. En apprenant la nouvelle, la famille de la jeune fille est anéantie. Au départ, ils étaient accablés par la tragédie. Mais petit à petit, ils ont eu envie d'en savoir un peu plus, de comprendre pourquoi c'était arrivé. Pour la police de Pérouse, c'est un crime sans précédent. Elle doit impérativement l'élucider au plus vite. La fenêtre était cassée. Plusieurs objets étaient éparpillés par terre. Les policiers ont tout de suite pensé à une effraction suivie d'un viol. Mais plus ils enquêtaient, et plus ils avaient des doutes. Ils interrogent les colocataires de Meredith sur ce qu'ils ont fait le soir du meurtre. Elles avaient toutes passé la nuit ailleurs, alibi à l'appui. Amanda Knox dit avoir passé la nuit du 1er novembre avec son petit ami Raffaele chez lui, non loin de la maison. Elle affirme qu'entre 10 et 11 heures le lendemain matin, elle est repassée chez elle et a remarqué des choses bizarres. La porte d'entrée était ouverte, mais celle de la chambre de Meredith était fermée. Elle dit avoir vu du sang dans la salle de bain, sur le carrelage et sur le robinet du lavabo. Mais elle a tout de même pris une douche. Plus tard, de retour chez Raffaele, elle lui a fait part de ce qu'elle avait vu. Ils sont retournés ensemble dans la maison et ils ont découvert des éclats de vitres sur un tas de vêtements dans la chambre de Philomena. Amanda a appelé sa colocataire qui est revenue à la maison, puis la police. Le petit ami de Philomena a enfoncé la porte de la chambre de Meredith et découvert son corps. Le lendemain, en revenant sur les lieux du crime, les policiers ont des soupçons. Ils remarquent le comportement étrange du couple. Ils ont vu Amanda et Raffaele s'embrasser, se serrer dans leurs bras. Et ils ont continué au poste de police avant l'interrogatoire. Ils s'embrassaient et n'avaient pas l'air affectés. Jusqu'au matin du 6 novembre, les enquêteurs interrogent longuement Raffaele Sollecito, puis Amanda Knox. Ils s'intéressent tout particulièrement au contact téléphonique qu'a eu Amanda le soir du meurtre avec un Congolais, Patrick Lumumba, propriétaire du bar où elle travaillait à mi-temps. Ils ont trouvé des SMS échangés entre elle et Patrick Lumumba qui disaient à tout à l'heure. Ces SMS attirent encore plus les soupçons de la police. Tout à coup, Amanda change radicalement sa version des faits. Bien qu'ayant affirmé le contraire auparavant, elle avoue aux policiers qu'elle était dans la maison au moment du meurtre. Elle va même jusqu'à reconnaître avoir entendu Meredith se faire agresser et met Patrick Lumumba en cause. Mais les circonstances dans lesquelles elle fait ces déclarations sont controversées. Après avoir subi ce qu'elle décrit comme un interrogatoire éprouvant, où on lui a menotté les mains derrière la tête, ce que nie la police, elle a dit « C'était lui. Je me souviens, c'était lui. »
Les policiers racontent que quand elle leur dit avoir vu Patrick Lumumba dans la cuisine, elle s'est bouché les oreilles, comme si elle entendait encore les cris de Meredith. Les enquêteurs font entrer l'avocat de l'accusation et Amanda répète sa déclaration. Au matin, ils pensent tenir un témoin et un suspect potentiel. Vers 9 heures, elle a demandé du papier et un crayon et elle a mis toute l'histoire par écrit. Mais dans sa déposition écrite, Amanda est moins précise. Elle avoue avoir fumé de la marijuana avec Raffaele le soir du meurtre et pense que cela a brouillé sa mémoire. Elle affirme avoir bien entendu Meredith crier, mais ne se souvient plus vraiment avoir vu Patrick. Sur la foi de ses déclarations, Amanda Knox, Raffaele Sollecito et Patrick Lumumba sont arrêtés et placés en garde à vue. Mais 2 semaines plus tard, un témoin prouve que Patrick Lumumba se trouvait dans son bar au moment du meurtre. De plus, l'ADN prélevé sur le corps de Meredith et sur la scène de crime ne correspond pas à celui de Lumumba. Il appartient à Rudy Guédé, un jeune trafiquant de 21 ans originaire de Côte d'Ivoire. Après avoir trouvé ses empreintes de pas et de mains sur les lieux, la police a voulu l'interroger. Elle a lancé un avis de recherche via Interpol et elle l'a retrouvé en Allemagne. Les autorités allemandes interpellent Rudy Guédé et l'extradent vers l'Italie. Pour les enquêteurs, Amanda Knox n'a plus aucune crédibilité puisqu'elle a accusé un innocent. Ils pensent donc qu'elle est impliquée dans le meurtre avec Rudy Guédé et Raffaele Sollecito. Ils découvrent qu'elle connaît le jeune Ivoirien. Il avait été présenté à Amanda et Meredith par leurs colocataires. Ils n'étaient pas très proches, mais ils s'étaient vus plusieurs fois. Dans un pub, à une soirée, dans l'appartement du dessous. Il avait croisé Amanda Knox 2 ou 3 fois et avait exprimé son attirance pour elle. L'avocat de l'accusation juge qu'il dispose d'assez d'éléments pour faire comparaître les 3 suspects. Le 20 novembre, près de 3 semaines après les faits, Rudy Guédé reconnaît sa présence sur les lieux au moment du drame. Il opte pour une procédure accélérée. Et en octobre 2008, il est jugé à huis clos en présence d'Amanda et de Raffaele. À la barre, il soutient qu'il n'a pas tué Meredith. Il évoque un homme italien dont il ne donne pas le nom, mais il reviendra plusieurs fois sur ses affirmations. Les traces d'ADN indiquant clairement sa présence sur les lieux du crime, Rudy Guédé est jugé coupable de viol et de meurtre et condamné à 30 ans de réclusion. Amanda et Raffaele espéraient que son procès les disculperait. Mais au vu des éléments présentés, la Cour est persuadée que Rudy Guédé n'a pas agi seul. Le 16 janvier 2009, après plus de 14 mois derrière les barreaux, le couple comparaît devant le tribunal historique de Pérouse. Dans la salle d'audience, la famille Kircher est entourée par la presse internationale, massée sous les voûtes recouvertes de fresques. Chaque membre de la famille de Meredith sera amené à témoigner. C'était bouleversant d'entendre sa mère Arlene et son père John. Arlene a dit que quand on envoie sa fille faire des études à l'étranger, on ne peut pas imaginer qu'elle ne reviendra plus jamais à la maison. La famille Kircher était très digne. En revanche, le comportement d'Amanda est perçu comme indécent.
Elle était très extravertie et communicative. Elle souriait, elle riait, elle portait des t-shirts avec écrit « Tout ce qui compte, c'est l'amour ». Ça ne jouait pas en sa faveur. Les médias sont obsédés par Amanda Knox. Ils l'appellent Foxy Knoxy, un surnom qui peut à la fois signifier Knox la rusée, comme dans son enfance sportive, ou Knox la sexy, comme dans ses années étudiantes. Son témoignage est examiné à la loupe. Les déclarations qu'elle a faites oralement à la police, notamment sur sa présence lors du meurtre, sont jugées irrecevables par la cour d'assises du fait de l'absence d'avocat et d'enregistrement. Je ne m'attendais pas à être interrogée dans les locaux de la police. En revanche, sa déposition écrite, dans laquelle elle dit que ses souvenirs sont confus, est acceptée. À la barre, l'accusé revient à sa première version des faits. Elle était chez Raffaele cette nuit-là, et ils ont découvert ensemble l'effraction le lendemain matin. Mais les avocats de l'accusation nient cette déclaration et affirment pouvoir prouver que le couple est impliqué dans le meurtre. Voici le déroulement des événements du 1er novembre qu'ils présentent à la cour. Meredith Kircher a mangé une pizza chez une amie et est repartie chez elle un peu avant 21h. On sait que Meredith est rentrée chez elle pour se coucher tôt. Peu après 21h, Amanda et Raffaele auraient rencontré Rudy Guédé non loin de chez Meredith. Il se peut qu'ils se soient croisés tout à fait par hasard. Amanda aurait fait entrer les deux hommes dans la maison. Les documents versés au dossier montrent qu'on a laissé entrer l'agresseur, puisque la porte ne portait aucune trace d'effraction. L'accusation pense qu'Amanda, Raffaele et Rudy, sous l'emprise de stupéfiants, sont allés trouver Meredith dans sa chambre. Il y a dû y avoir une approche sexuelle, probablement sans aucune violence au départ, de la part de Rudy Guédé, seul ou avec le couple. Tous trois auraient cherché à entraîner Meredith dans un jeu érotique qu'elle aurait refusé. Les blessures sur son corps laissent penser que les événements ont ensuite pris une tournure sinistre. Il y avait énormément de coups de couteau sur son corps, dont de petites incisions, comme si elle avait été menacée avec une lame. Une lutte a dû s'engager. Je pense qu'à ce moment-là, Rudy Guédé et les deux autres ont perdu un peu la tête. Ils ont décidé d'aller plus loin et de tuer Meredith. Les avocats de l'accusation pointent du doigt les contradictions dans les alibis d'Amanda et de Raffaele. Pour eux, l'effraction a été simulée. Ils appellent à la barre un témoin qui a vu Amanda et Raffaele aux abords de la maison cette nuit-là. De plus, ils fournissent des éléments qui attestent de la présence du couple sur la scène du crime avec Rudy Guédé. Un couteau retrouvé dans la cuisine de Raffaele présente l'ADN d'Amanda sur le manche et celui de Meredith sur la lame. Une agrafe du soutien-gorge de Meredith porte quant à elle l'ADN de Raffaele. Les preuves semblent accablantes. Le 4 décembre 2009, après 11 mois d'un procès très médiatisé, Amanda Knox et Raffaele Sollecito sont jugés coupables du meurtre de Meredith Kircher.
Ils sont condamnés respectivement à 26 et 25 ans de réclusion criminelle. La famille Kircher pensait que la vérité avait été établie, puisque la justice découle de la vérité. C'est celle que le tribunal de première instance a retenue. Le verdict est un véritable choc pour les familles des inculpés. Les Knox étaient bien décidés à se battre. Ce n'était qu'un début. Aux États-Unis, l'opinion publique soutient Amanda, jugée victime d'une injustice de la part de l'Italie. Ses parents ont engagé un avocat américain pour prêter main forte aux avocats italiens de la défense. Et ils ont monté une grande campagne médiatique pour dire qu'elle était innocente et accusée à tort. Le portrait qu'on a fait d'elle et de ses actes est totalement à l'opposé de ce qu'est notre fille. Les avocats de la défense sont persuadés que Rudy Guédé est seul responsable de la mort de Meredith. Ils remettent en question les tests ADN qui attestent la présence d'Amanda et de Raffaele sur les lieux, soutenant que les résultats ne sont pas probants et que les échantillons ont pu être contaminés au cours des analyses. Au bout de presque un an de lobbying, les autorités italiennes acceptent leur demande d'appel. En novembre 2010, la procédure reprend pour tenter de disculper Amanda et Raffaele. La presse est avide de revoir Amanda Knox, désormais âgée de 23 ans. Son comportement et sa présentation ont changé. Elle portait des tenues très classiques. Elle gardait la tête baissée. Elle ne parlait et ne levait les yeux que quand le juge s'adressait à elle. Son attitude était très différente. Des experts indépendants désignés par la Cour pour évaluer la recevabilité des preuves scientifiques sont cités comme témoins. Leurs conclusions sont accablantes pour l'accusation. Il n'y avait aucun mobile, ni aucune preuve qu'Amanda ait été dans la chambre. Il souligne que l'ADN d'Amanda sur le manche du couteau peut très bien s'expliquer par le fait qu'elle est cuisinée chez Raffaele. Et il n'y a pas assez de sang sur la lame pour procéder à une contre-expertise. Le seul élément restant, l'ADN de Raffaele sur l'agrafe du soutien-gorge de la victime, est également remis en question. L'agrafe a été recueillie environ 7 semaines après les autres indices. Des vidéos de la scène de crime montrent qu'elle a été déplacée et manipulée par plusieurs personnes. Ils ont abouti à la conclusion que les résultats n'étaient pas fiables et que le risque de contamination des indices était très élevé. L'éventualité d'une erreur médico-légale montre que l'absence de preuves matérielles a été négligée dans le premier procès au profit d'un faisceau de présomption. Ils ont conclu un peu hâtivement. Que disent les analyses scientifiques? Est-ce qu'elles tiennent la route? L'équipe de la défense met également en doute le déroulement des faits proposés par l'accusation. Plus rien ne semblait crédible. Le jeu sexuel qui tourne mal, l'absence de mobile. On n'avait peut-être même pas l'arme du crime. Dans un italien parfait, Amanda livre un témoignage émouvant. Je paie de ma vie quelque chose que je n'ai pas fait. Le 3 octobre 2011, après 11 nouveaux mois de procès, le monde entier a les yeux braqués sur le tribunal de Pérouse pour connaître l'un des verdicts les plus attendus de l'histoire judiciaire. La famille Kircher, qui a dû entendre à nouveau les détails atroces du meurtre de leur fille, attend dans une salle d'audience pleine à craquer. Ordonne la libération immédiate de Knox Amanda et de Sollecito Raffaele. Amanda et Raffaele sont acquittés.
Arlene, la mère de Meredith, Stéphanie, sa sœur, et Lyle, son frère, étaient présents à l'énoncé du verdict. Et il y a eu un silence. Ils étaient figés, comme s'ils se demandaient comment est-ce possible. Après avoir passé près de 4 ans en prison, Raffaele Sollecito et Amanda Knox tentent de reprendre une vie normale. Rudy Guédé, dont la peine a été réduite à 16 ans en appel en 2009, reste le seul condamné dans l'affaire du meurtre de Meredith Kercher. Il a toujours nié avoir agi seul, et au cours des dernières années, il a parfois accusé Amanda et Raffaele, mais dans des déclarations toujours vagues et contradictoires. Les avocats de la famille Kercher considèrent que le mystère reste entier et continuent de se battre pour obtenir justice. On a l'impression d'être revenu à la case départ. Si ce n'est ni Amanda ni Raffaele, alors qui? Pour avoir une dernière chance de faire la lumière sur le meurtre de leur fille, les Kercher doivent porter l'affaire au plus haut niveau du système judiciaire italien. Nous avons toute confiance dans la Cour de cassation de Rome pour la dernière phase de ce procès. Nous pensons qu'il y a encore des choses importantes à dire sur cette affaire.